Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Le premier concerne le pillage des programmes sociaux des États-Unis, des pillages commis et perpétrés par des immigrés. Nos compatriotes russes, ainsi que des personnes de Somalie, Venezuela, Arménie et Brésil, se sont particulièrement distingués. Nous parlerons également des contrôles massifs des immigrés, qui ont commencé en 1995 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. La délivrance de nouveaux visas sera suspendue pour environ 75 pays, certains plus remarqués que d'autres. Néanmoins, en ce qui concerne le pillage des États-Unis, je veux dire, il s'est avéré en réalité que plus de 50 immigrés arrivés après 1995 bénéficient d'un ou de plusieurs programmes gouvernementaux, des aides, soi-disant. On a recensé 75 pays dont l'immigration a attiré beaucoup plus d'argent américain qu'elle n'en a rapporté à l'Amérique ces 30 dernières années. Sopio, notez qu'entre 1970 et 1995, il n'y a aucune réclamation concernant l'immigration européenne. Y avait-il des escrocs en 1971, 2000, 2003, 2008 ? Bien sûr, il y en avait, oui, mais pas en aussi grande quantité, pas dans des proportions aussi massives et répugnantes. Merci aux Somaliens d'ailleurs d'avoir attiré l'attention sur ce désordre et ce banditisme. À cause de leurs actions, les États-Unis ont commencé à surveiller particulièrement les immigrés. Nous allons donc parler de ce qui se passe, de ce qui se prépare et de ce que cela apportera ou fera à nous, à nos proches. Disons que maintenant, cela emporte maintenant, peut-être par exemple du côté de l'entrée, oui, là-bas, oui, pour ceux qui changent de statut ici, cela emporte. Nous allons quand même commencer par autre chose, à savoir que des libérales déséquilibrés agressent les policiers. Oui, c'est ainsi que des libérales déséquilibrés agressent les policiers, non pas physiquement, mais avec des voitures. Et sur le fait que le Parti démocrate a déclaré la chasse aux policiers, ce qu'on appelle la saison ouverte, aux États-Unis, comme je l'ai dit, la chasse aux policiers a commencé. Vous pensiez probablement qu'après que le policier a ouvert le feu et tué la conductrice et militante, donc René Good, les autres conducteurs militants n'alleront plus prendre de risques. Vous vous êtes trompé. Des femmes sexuellement insatisfaites, à qui Vladimir Jirinovski n'a pas fourni d'hommes. Elles ont commencé à jeter les corps de leurs SUV sur des gens en uniforme, n'importe quel uniforme, du moment que c'était masculin. Elles ne demandent même pas. Et toi, ne te sens-tu pas aujourd'hui comme une jeune vierge innocente ? Elles proposent, demandent toujours, et dès qu'elles voient que je vais m'embrouiller, les pantalons accélèrent. Une femme du Minnesota pensait pouvoir publier l'adresse d'un agent fédéral en ligne et obtenir des likes et partages sans conséquence. Elle s'est retrouvée impliquée dans un crime fédéral pouvant la mener en prison pour des années, le tout filmé par une caméra. C'est drôle, bien sûr, qu'ils se déplacent maintenant par deux, à pied ou en voiture. L'une signifie qu'une femme enragée prend le contrôle, ou du moins crie bruyamment et montre du doigt, tandis que l'autre, disons-le ainsi, enlève sa culotte devant la caméra. Ça arrive aussi chez nous, surtout quand elle montre son postérieur pas très appétissant, bien sûr, et l'autre filme tout ça avec enthousiasme, une larme de bonheur à l'œil. En général, elle rit bruyamment ou respire fort, parfois les deux en même temps. Ce que vous allez voir maintenant, c'est l'histoire de comment une vidéo virale d'une gauchiste folle a détruit la vie d'une autre militante en moins de 48 heures. Découvrons pourquoi elle inaugure une longue série. Aussitôt, ils se précipitent pour mettre en scène leur soi-disant image de résistance au fascisme. Je suis presque sûr qu'ils ne savent pas comment de vrais fascistes réagiraient à ça. Maintenant, où mettent-ils ces images ? Eh bien, sur Internet, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ils montrent au monde à quel point ils sont cool et déterminés. Et donc, entre le deuxième croissant et le troisième latte, ils n'ont peur de rien. Elle s'appelle Sarah et elle vit à Chaska, dans le Minnesota, dans la même banlieue tranquille où se trouve la maison de l'agent Ace Jonathan Ross.
Donc, Ross est l'officier fédéral qui a tué René Good, 37 ans, le 7 janvier lors d'une opération sur l'immigration à Minneapolis. Après que Good ait accéléré sa voiture vers Ross pour fuir les forces fédérales, les responsables du ministère de la Sécurité intérieure ont finalement estimé que Ross avait entièrement justifié son tir. Décrivant les actions de René Good comme du terrorisme intérieur, Sarah, influencée par la folie gauchiste de Minneapolis, n'était pas d'accord. Peu importe que Renée ait intentionnellement bloqué la route de la police, peu importe qu'elle n'ait pas obéi à l'ordre de l'officier de sortir de la voiture. Peu importe qu'elle ait essayé de fuir la police, et peu importe qu'elle ait appuyé sur l'accélérateur de sa lourde voiture en tentant de s'échapper, dirigeant ainsi le véhicule vers un agent armé en uniforme. C'est tout. Peu importe qu'elle ait attaqué et qu'il se soit défendu, ce qui compte c'est qu'elle ait eu envie de violence et il fallait absolument que l'homme soit en uniforme. Bonjour, ce message est pour le public. Jonathan Ross habite dans ma ville natale de Chaska, Minnesota, et il y a 2 voitures de patrouille de police garées devant chez lui. Ce matin, je suis passée devant juste pour voir ce qui se passait. J'ai vu des policiers là-bas ce matin. J'ai fait demi-tour près d'eux. Je suis repartie, puis je suis allée faire mes courses. Je suis revenue parce que je voulais demander s'il le protégeait lui ou s'il protégeait le public, s'il le protégeait lui ou s'il protégeait la société en général. C'est-à-dire que cette suffragette est allée ce matin à la maison de l'agent qui a tiré sur René, elle a vu la police là-bas, a fait demi-tour, est partie, puis est revenue un peu plus tard. Pourquoi est-elle allée là-bas ? Eh bien, elle voulait poser des questions aux agents. Il protège le monde extérieur de lui ou lui du monde extérieur. D'ailleurs, vous pensez qu'elle était vraiment venue pour ça ? Oui, la police c'est parti, puis rapidement là, elle est revenue juste pour demander à ses policiers de garde en particulier. Une chose intelligente. Et le policier, en fait, a dit « Nous sommes ici pour protéger la société ». Il m'a regardé comme si j'étais complètement idiote et, eh bien... Bien sûr, ils l'ont jugée idiote. Je le pense aussi. C'est comme ça. Ce qui est, mais je ne le crois pas. Je pense qu'il le protège. Je pense qu'il se cache chez lui et j'aimerais vraiment que tous ceux qui ne l'aiment pas tournent autour de son quartier. Je ne vais pas dire exactement quelle est cette rue, courte ou drive. Vous pourrez le découvrir vous-même, mais je dirais simplement que ces chiffres ressemblent beaucoup à un 1. 2, 0. Je ne sais pas. Entourez-le pour le mettre mal à l'aise. À mon avis, elle pense qu'elle est une personne gentille, bonne, juste et surtout très morale. Eh bien, ce que Sarah ne semblait pas réaliser, compte tenu de son illettrisme presque total, c'est qu'elle venait tout juste d'enfreindre le Code des États-Unis, titre 18 article 119. Cette loi fédérale qualifie de crime la publication intentionnelle d'informations personnelles confidentielles sur un fonctionnaire fédéral protégé visant à menacer, intimider ou inciter à la violence. La peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement dans une prison fédérale. La loi du Minnesota va plus loin. L'État considère le doxing d'agents des forces de l'ordre comme un crime passible d'1 an de prison et de 3 000 $ d'amende s'il menace sérieusement l'agent ou sa famille. Donc, comme vous venez de le voir dans cette vidéo, la séquence de Sarah n'a pas seulement révélé l'identité de Ross, il a encouragé le harcèlement et incité des inconnus à venir chez lui. Cependant, la gravité réelle de ces problèmes ne faisait que commencer. Pendant plusieurs heures, tout Internet s'est retourné contre elle et sa section de commentaires a explosé d'indignation à son encontre. Les gens lui faisaient ce qu'elle avait tenté de faire à Ross sans seulement la juger. Ils ont retrouvé son employeur, la clinique de massothérapie où elle venait de commencer à travailler. Ils ont retrouvé ses comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont inondé ses pages. Elle s'est précipitée pour supprimer les vidéos, mais il était déjà trop tard. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran étaient déjà devenus viraux. L'ironie de cette situation est presque poétique.
Sarah voulait révéler les informations personnelles d'un agent fédéral, mais au final, c'est elle-même qu'elle a démasqué. Des dizaines de milliers de personnes étaient comme Sarah. Ils sont devenus furieux. Certaines à force de rester toute la journée avec les enfants, d'autres à cause de l'oisiveté, d'autres encore parce qu'elles n'ont pas d'enfants, d'autres par manque d'hommes, et d'autres enfin par absence de sens dans leur vie. Et elles trouvent un sens en détruisant la vie des autres. Elles se vengent, parlant de juste colère ou simplement de l'exaltation d'avoir enfin trouvé leur affaire, leur vocation, et c'est cela leur affaire. C'est une vengeance contre les hommes qui l'ont repoussé et condamné au vide du désespoir et à une envie sourde mêlée de haine, car l'envie engendre toujours la haine. Des agents fédéraux, dont Jonathan Ross, ont fait face à une hausse de 8000 % des menaces de mort depuis le durcissement du contrôle migratoire sous Trump. Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, a confirmé que les agents et leurs familles font face à un danger inédit. Le Congrès étudie une loi pour protéger les forces de l'ordre contre le doxing, criminalisant la divulgation intentionnelle du nom ou de l'adresse d'un agent fédéral afin de gêner leurs opérations. Mais la vidéo de Sarah n'a pas seulement franchi une limite légale, il y a une autre frontière qui a été violée, et elle est bien plus sinistre et lourde de conséquences. Cette réaction va paniquer tous les libéraux du pays. Un pays ne peut pas exister lorsque ceux qui sont censés protéger ses lois sont attaqués. Nous avons vu des milliers, je pense, de Noirs en 2020 piller des magasins. Nous avons vu ces antifas engagés. Eh bien, il y avait surtout des Blancs, mais aussi des Noirs. Oui, saccager des universités. Maintenant, la gauche a réussi d'une manière ou d'une autre à mobiliser, à exciter encore un autre groupe de personnes offensées. Des femmes offensées, émotionnellement chargées et seules. En même temps, elles peuvent être mariées avec 2 enfants, mais se sentir seules. Mais elles sont perdues, brisées émotionnellement. Et là, on lui a donné un but, un objectif, et on lui a donné un objet, malheureusement un objet de haine, et cet objet doit souffrir. Peu importe comment cela se répercute sur elle, sur la vengeresse. L'objet doit souffrir, il doit souffrir pour tout ce qu'elle a dû endurer dans sa vie. L'acte de Sarah avait quelque chose de plus sinistre qu'une simple violation de la loi. Vous venez d'assister à une forme de psychose de l'extrême gauche, appelée anarcho-tyrannie par Sam Francis. L'État répressif s'en prend aux innocents et citoyens respectueux des lois, tout en exemptant complètement certaines races et identités de toute responsabilité juridique. On observe une nette dissonance cognitive lors des événements du 6 janvier. Il y a quelques jours à peine, tous les démocrates qui organisent chaque année des veillées à cette date nous disaient cela. L'attaque violente contre les représentants fédéraux fut la plus grave atteinte à la démocratie américaine de l'histoire. Mais dès le lendemain, le 7 janvier, le jour même où René Good a été abattu, on nous affirme que l'attaque violente contre des agents fédéraux en utilisant son propre véhicule est en réalité le devoir de toute personne moralement responsable. J'ai entendu Benny Johnson dire l'autre soir que cette psychose de masse, cette dissonance cognitive devra un jour devenir, un sujet d'étude psychologique. Comment ces personnes peuvent-elles croire simultanément à 2 idées opposées? Mais ce que Benny semble ignorer, c'est que nous avons une étude dont nous avons parlé dans la vidéo d'hier, réalisée par le psychologue polonais Andrzej Lobachev, et son travail sur la soi-disant panérologie politique. La panérologie vient du mot grec panéros, qui signifie le mal. La panérologie politique, c'est l'étude du mal politique. Et ce qu'a fait Lobachevski, c'est qu'il a étudié la gauche européenne pendant 40 ans, en particulier les marxistes européens. Et il est arrivé à la conclusion, après 40 ans de recherche, que toutes ces personnes, ces gens de gauche, étaient des psychopathes. Que ces personnes, ces gens de gauche, étaient tous des psychopathes. Nous aurions pu dire à Lobachevski qu'il obtiendrait exactement ce résultat. Eh bien, très bien. En fait, maintenant nous allons obtenir une confirmation de ce phénomène. Une partie des communofascistes sont des salauds, c'est-à-dire que pour leur propre profit, ils enverront des millions de personnes en Sibérie, dans des camps, à creuser des canaux ou simplement à la mort,
et une partie d'entre eux sont complètement déséquilibrés. Des psychopathes équilibrés, avec des yeux brillants et une conscience claire. Ils ont toujours raison, toujours. Ils étaient des psychopathes narcissiques. Et, dans le cadre de leur psychopathie, ils prenaient un plaisir unique à manipuler les gens en leur faisant intentionnellement du mal. Ainsi, la cohérence logique a cédé la place à la malveillance manipulatrice de l'homme. Je pense quand même, au final, que ces personnes, vous savez, les nouveaux gauchistes que nous voyons à Minneapolis, sont unis dans leur mépris absolu et total pour notre pays. Ainsi, le 6 janvier et la célébration des forces de l'ordre fédérales à Washington peuvent être utilisés pour détruire le mouvement Make America Great Again grandissant. Très bien, faisons-le, mais si salir ces forces de l'ordre fédéral à Minneapolis est essentiel pour détruire le mouvement Make America Great Again, alors faisons-le aussi. Le facteur commun n'est pas la dialectique, le facteur commun est la destruction, et le résultat de tout cela devient la tromperie. La narco-tyrannie est une punition répressive pour les citoyens respectueux des lois, tout en libérant complètement les groupes libéraux identitaires de toute responsabilité juridique. Ils introduisent un nouveau terme, la narco-tyrannie. En fait, moi je suis satisfait du terme que nous utilisons depuis longtemps, les communofascistes. La narco-tyrannie signifie une tyrannie exercée par des bandes soi-disant non organisées, ce qui est bien sûr encore pire que le fascisme, parce que les fascistes veulent nous exploiter, pas nous tuer. Quant aux anarcho-tyrans, aux anarcho-bandits, ils n'ont pas l'intention de revenir ni demain, ni après-demain, ni dans un an. Et c'est pourquoi ils s'en moquent complètement que nous survivions ou que nos maisons, nos champs et notre production brûlent. Mais je pense quand même que ceux qui excitent les foules ne veulent pas nous détruire, mais plutôt nous traire jour après jour, année après année, et nous laisser brouter un peu d'herbe pour qu'on ne meure pas complètement, nous menant au pâturage. Voilà, brouter, 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 mon Dieu, ma langue russe, pour que tu te remplisses à nouveau. C'est la seule tâche. Vous voulez voir encore un autre idiot comme ça, ou peut-être d'ailleurs une idiote et non un idiot? Eh bien, voyons voir maintenant. Attends. Faucuplax du Texas. Sors de la voiture, ouvre la fenêtre, il est prêt, il peut, maîtresse. Passe doucement, qu'y a-t-il derrière? Fais attention. Oh mon Dieu. Attention devant. Dégage. Dégage de la route. Sors de la voiture. Coupe ça tout de suite. Coupe ça, éteins la voiture, j'essaie. Que fais-tu? Sors de la voiture. Sors maintenant, tout de suite. Maintenant, c'est bon. Eh bien, pareil d'ailleurs, idiot ou idiote, peut-être même pire que René. Et voilà cette Sarah et puis encore une autre idiote. Si je te vois constamment nous suivre, nous déranger, klaxonner, bloquer nos voitures, il y a de fortes chances que je prenne une très mauvaise décision et que je me fasse arrêter. C'est clair aujourd'hui? Je pense que j'ai pris la bonne décision. Pourquoi? La police de l'immigration a déjà envoyé 3000 agents à Minneapolis. Parce que là-bas, c'est ennuyeux, il y a des Somaliens très peu pacifiques, ils sont 150 000, je crois, et là-bas, c'est totalement la loi du silence et la corruption généralisée. 9 milliards de dollars ont disparu, on ne sait où, là-bas des milliers de personnes sont impliquées dans les activités criminelles de ce syndicat somalien. Et encore la police, oui, là-bas, il faut intervenir, arrêter et surtout protéger ceux qui essaient d'enquêter sur les affaires de fraude. Les autorités municipales et l'État essaient de tout. Que faire? D'arrêter l'enquête, ainsi que les arrestations. Évidemment parce que quelqu'un pourrait commencer à parler. Des criminels venus du monde entier se retrouvent ici. Écoutez bien, ce sont eux qu'ils essaient d'empêcher d'arrêter. Vous avez entendu le maire Frey dire que des milliers de personnes protestent et résistent à la Immigration and Customs Enforcement lors de leur patrouille. Nous l'avons vu en direct. Quand les agents frontaliers sortent de leur véhicule pour interpeller quelqu'un, ils sont aussitôt encerclés par des personnes avec des sifflets assourdissants.
Des groupes de surveillance de quartier agissent contre les agents de l'immigration à Minneapolis. Je rends l'antenne à New York. Merci. Merci Matt. Ce qui s'est passé est inacceptable. Immigration and Customs Enforcement a relâché certaines personnes qu'il devait surveiller. Un manifestant a été condamné pour le meurtre d'un citoyen birman et arrêté par Immigration and Customs Enforcement. Un Guatémaltèque en situation irrégulière recherché pour meurtre, arrêté pour tentative de meurtre sur un Soudanais. Un Somalien condamné pour homicide involontaire. Un Mexicain sans papier condamné pour meurtre. 2 accusations de meurtre en Sierra Leone. Un Mauritanien et un Soudanais condamnés pour meurtre. Ce dernier aussi pour viol d'enfant. Je veux dire, la liste pourrait continuer encore et encore. Et ces types, là, au milieu de la rue, y compris, de façon tragique, une femme qui a perdu la vie récemment parce qu'elle a essayé de foncer sur un officier, mais cette femme a perdu la vie parce qu'elle a tenté de tuer un officier. Les manifestants essaient d'empêcher les forces de l'ordre d'arrêter les criminels qui les tuent eux-mêmes. Vous pouvez seulement imaginer ça? Les criminels tuent leurs enfants, et ces fous, je ne sais même pas comment les appeler, se battent et perdent leur vie pour le droit des criminels de tuer leurs enfants. Mais honnêtement, après les histoires de vestiaires pour hommes et femmes, pour lesquelles ils criaient et se déchiraient de la gorge afin qu'ils aient le droit de changer de sexe, ils faisaient un pareil pour les enfants de 11 à 12 ans, se déchiraient la gorge pour que les enfants aient le droit de décider. C'est un asile de fous complet, complètement fou. Et la boxe féminine, avec la participation d'hommes, je ne suis probablement plus surpris de rien. Il est temps de donner sa vie pour le droit d'un immigré clandestin. Tuer ton enfant, d'ailleurs, ce serait le cas si seulement les enfants de ceux qui se battent étaient concernés. Pourquoi pas, après tout? C'est mon affaire, oui, mais le fait est que les meurtriers, les voleurs, les violeurs et les escrocs ne volent pas seulement les démocrates, mais nous aussi, vous et moi. Et ça ne me plaît vraiment pas du tout. On ne laissera entrer personne de ces pays. Commençons par A. Arménie, A. Azerbaïdjan, B. Biélorussie. Eh bien, j'ai la liste complète, mesdames et messieurs. Mais d'abord, pourquoi ne pas les laisser entrer? De ces pays et de 72 autres? Le département d'État suspend le traitement des visas de 75 pays pour lutter contre les immigrés profitant des aides publiques, selon l'administration Trump. Pour discuter de cette décision, nous accueillons Sarakshi Wright, rédactrice en chef adjointe de The Hill. Bonjour Sarakshi. Alors, que pouvez-vous nous dire sur certains des pays figurant sur cette liste et quand cette suspension entrera-t-elle en vigueur? C'est exact. Cette pause interviendra très bientôt. Elle commencera, vous savez, à partir du 21 janvier et au-delà. Et nous voyons que le département d'État a publié un mémorandum listant 75 pays dont le Pakistan, l'Afghanistan, la Thaïlande, l'Irak, l'Iran, la Russie et le Venezuela. Nous avons également vu dans cette liste des pays comme par exemple le Koweït. Donc en fait, la situation est la suivante. Le département d'État a annoncé qu'il réexamine ses procédures de vérification approfondies. Il suspendra tout traitement de visa pour les citoyens de ces pays jusqu'à ce que cela arrive. Aucune durée de suspension n'a encore été communiquée. Jusqu'à la prochaine décision, comme on dit, pour l'instant, pour longtemps, jusqu'à ce qu'il règle quelque chose. La question est quoi? Cette pause visait à empêcher l'entrée d'étrangers pouvant toucher des aides et allocations publiques. L'administration Trump suggère ces mesures strictes depuis des mois. Que pouvez-vous dire sur la règle de la charge publique invoquée pour les justifier? Oui, Drew. La législation américaine sur l'immigration permet de refuser visas ou carte verte selon la charge publique. Si le demandeur est considéré comme pouvant devenir principalement dépendant du gouvernement pour ses moyens de subsistance, ce qui se produit principalement par le biais d'une aide financière ou de soins institutionnels de longue durée financés par l'État. N'est-ce pas? Les règles actuelles concernent les aides financières et non financières, comme les bons alimentaires, l'aide au logement et Medicaid. Traditionnellement, cette décision considérait divers facteurs d'évaluation comme l'âge, la santé, le revenu, l'éducation, etc. Savez-vous quels emplois ils pourraient occuper ici? Tout cela vise à éviter que les immigrés ne soient un fardeau pour les contribuables. Nous savons aussi que les propositions de l'époque Trump visaient à élargir les pouvoirs des agents. Nous avons vu beaucoup de refus de visas sous l'administration Trump et des données récentes cette semaine ont également montré que près de 100 000 visas ont été refusés sous l'administration Trump. On constate que l'administration Trump durcit l'octroi de ces visas.
Nous avons également vu que la lutte contre les visas d'immigration H-1B s'est intensifiée et de nombreux procès sont déjà en préparation à ce sujet. Tous arrivés depuis 1995 seront contrôlés. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, c'est désormais possible, mais uniquement en ce qui concerne l'obtention de toute aide publique, étatique, municipale ou sociale. Nous ne savons pas comment ils vont calculer, ni ce qui servira exactement de déclencheur. Bien sûr, oui, disons qu'à une époque, ils ont organisé le DODJ et d'une certaine manière, ils identifiaient les choses. Ils vont probablement utiliser les mêmes technologies, mais combinées avec l'annonce d'hier sur l'annulation des cartes vertes et même du statut de citoyen. En cas de découverte de falsification, de fraude, de manipulation, de manœuvre et autres choses similaires, cela peut entraîner une expulsion, même vers des pays qui n'existent plus. Le député Brandon Gill. Présentez vos preuves. Quel pourcentage des ménages somaliens au Minnesota ont Medicaid? Je l'ignore, c'est 73. Savez-vous ce que cela implique? Pour les ménages natifs du Minnesota, encore cette expression, mais pour la plupart, le chiffre est de 18. La différence est frappante. Nous sommes d'accord. Je vais répondre, poser une autre question, puis passer à la suite. Quel pourcentage des ménages somaliens reçoit des allocations? Je l'ignore. C'est ça? 81. Permettez-moi de vous demander, après 10 ans aux États-Unis, quel pourcentage des familles immigrées somaliennes touchent encore des allocations? Je ne sais pas. Ce chiffre est de 78, même après 10 ans. 78% des familles immigrées somaliennes touchent encore des allocations. Savez-vous à combien il s'élève? Pour les familles dirigées par des natifs du Minnesota, le terme « ménage » concerne les chefs de famille immigrés, mais pas les Somaliens. Pour répondre, la plupart des Somaliens du Minnesota sont nés aux États-Unis, donc Minnesotans. Seules 8000 personnes sur 108 000 immigrés somaliens ne sont pas nés ici. Pourtant, l'usage des allocations diffère. Alors, cela renforce-t-il ou affaiblit-il le Minnesota? Je voudrais pouvoir répondre ici. La plupart des Somaliens du Minnesota sont nés aux États-Unis, à ma connaissance. Quel est le pourcentage de Somaliens en âge de travailler qui ont vécu aux États-Unis pendant 10 ans ou plus, 10 ans ou plus? Combien d'entre eux parlent très bien anglais? Je ne sais pas. La réponse est d'environ la moitié, ce qui paraît assez bas, non? Encore une fois, j'essaie. Selon moi, cela ne renforce pas notre pays, et la plupart des Américains seront d'accord. Tu es d'accord avec lui? Alors, qui sera contrôlé et qui ne sera pas autorisé à entrer? Comme je l'ai déjà dit, la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, Cuba, le Cambodge, l'Afghanistan, Haïti, l'Iran. Eh bien, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Le Kosovo, la Moldavie, la Lituanie, la Lettonie. L'Estonie, stop, non, je me suis soudain trompé de direction. Cela, tout va bien avec eux. Donc, la Mongolie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, ouf. L'Estonie, oui, le Laos, là-bas, la Géorgie, le Laos et le Bangladesh aussi, ils ne laisseront pas entrer depuis le Bangladesh non plus. Voilà. Mais donc, il n'y a pas l'Ukraine, pas la Pologne, pas la Tchéquie, pas la Hongrie, pas les pays baltes non plus, que j'ai soudainement décidé d'ajouter à cette liste. Cela signifie que de là-bas, il n'y avait pas de malins escrocs qui pensaient peut-être que l'Amérique était un pays d'idiots naïfs ou de simples d'esprit. Eh bien, merci, chers amis, Arménie, Russie. Là-bas, les Azerbaïdjanais, les Cambodgiens ont appris, donc, et ont effrayé le pays des idiots non effrayés, sa population. Voilà, eh bien, maintenant, ils ont fait peur, ils ont fait leur travail, ils ont appris. Maintenant, rentrez chez vous, mais rendez simplement l'argent sur la table. En plus, purger une peine ici, c'est dans les meilleures prisons de l'Union Blanche, de 3 à 10 ans. Puis rentrer chez soi en Ouganda, à Myanmar, en Albanie ou même au Cambodge. Je suis certain que si quelqu'un venant du Soudan souhaite retourner en Biélorussie, personne ne s'y opposera. Bien sûr, il y a le Brésil, la Russie, l'Iran et 75 pays au total. Le Brésil est donc bien entouré sur cette liste, à notre connaissance. Le département d'État dispose de données sur les immigrants de quels pays ont tendance à utiliser les aides américaines lorsqu'ils arrivent aux États-Unis. Et est-ce que cela a servi en quelque sorte de guide pour prendre la décision concernant ces 75 pays? Comme vous l'avez mentionné, cela concerne les visas d'immigration.
ceux qui viendront ici cet été pour la Coupe du Monde ou avec des visas d'affaires ou de tourisme. Cela concernera très probablement les membres de la famille, ceux qui sont déjà aux États-Unis et d'autres qui prévoient de venir ici pour vivre et travailler de façon permanente. Le coup vise spécifiquement ceux qui ont déjà déménagé ici ou qui font venir leurs proches. D'ailleurs, je les plains beaucoup. Mais il s'avère que les immigrés venus de Russie, de Moldavie, d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, d'Arménie oublient vite cela. Cela veut dire qu'ils devraient être reconnaissants envers l'Amérique. Mais ils commencent à l'exploiter et à la dépouiller sans pitié. Trump. Ils ont bloqué l'entrée à leurs proches et vont s'occuper de ceux qui sont déjà ici. Et ceux qui ne pourront parfois pas expliquer d'où ils ont soudainement autant d'argent, qu'ils ont acheté une maison à 6 millions là-bas et mis 4 Mercedes dans le garage. On voyage en première classe et on en garde 2 ou 3. Je ne sais pas, des filles thaïlandaises ou salvadoriennes pour la cuisine, le ménage et s'occuper des enfants. Ou alors on transporte du cash dans une valise vers les îles Caïmans ou au Kazakhstan. La vie devient de plus en plus intéressante. Qu'en pensez-vous ? Ça ressemble beaucoup à des montagnes russes, mais avec une double accélération. Eh bien, terminons ici, car de nouvelles informations vont bientôt arriver, et bien sûr, j'essaierai de vous les transmettre.